Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de suivre les programmes de ITV, le journal, les titres. À la une, l'actualité ce soir, le Premier ministre Ousmane Sonko face aux députés. La déclaration de politique générale, la plénière, est prévue le 11 de ce mois. Le député Moussa Diakhaté doute de la tenue de cette DPG et parle de subterfuge pour éviter la motion de censure. Il l'a dit ce matin lors de l'ouverture de la 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez dans ce journal avec Mame Seynabou Babou. Et puis enseignement supérieur à Matam, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, l'Université Souleymane Niang, livrés respectivement en 2025 et 2026. La tutelle a fait l'annonce. Dr Abdourahmane Diouf a visité les chantiers pour voir l'état d'avancement des travaux. À suivre le compte rendu de notre correspondant permanent à Matam, Amadou Omar Diallo. Au menu également de ce journal, l'insécurité des Sénégalais qui se sentent menacés avec la recrudescence des cas de meurtre, la restauration de la peine de mort demandée par certains. Le professeur Souleymane Bachir Diagne n'est pas d'avis. Selon lui, dans des pays où cette loi a été instaurée, des gens sont condamnés à mort par erreur. Le professeur Souleymane Bachir Diagne a suivi également sa réaction dans cette édition au micro de Momodou Diagne. Voilà pour les titres, le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. La plénière de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, prévue le 11 septembre, la conférence des présidents qui s'est réunie après l'ouverture de la session extraordinaire convoquée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a retenu le calendrier de passage de l'ordre du jour. Samedi, la commission technique va se réunir pour les projets de loi et lundi pour leur plénière, mais la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, dernier point de l'ordre du jour, la plénière est prévue le 11 septembre 2024. Et justement, nous laissons à l'Assemblée nationale ouverture ce matin de la 3e session extraordinaire. Parmi les sujets évoqués, justement, la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko a prévu, une déclaration prévue d'ailleurs le 11 septembre 2024 et sur sa tenue. Le député Moussa Diakhaté est sceptique. Sa réaction, je vous propose de l'écouter au micro de Mame Seynabou Babou. Ils nous ont demandé d'ouvrir une 3e session pour examiner ces questions. La DPG figure en dernière instance. En termes de délai, si on devrait l'étudier, pour que le Premier ministre vienne, il faut 8 jours. Ajouter 8 jours sur le calendrier d'aujourd'hui. Probablement, s'ils maintiennent leurs propos, qu'ils vont dissoudre l'Assemblée nationale le 12, le Premier ministre devrait venir le 13. Est-ce de la ruse? Est-ce du bluff? Vous êtes assez outillés intellectuellement et politiquement pour tirer les conclusions. Je refuserai de descendre aussi bas. C'est un moment solennel où je porte mon manteau de député pour parler au nom de tous les Sénégalais. Ceux qui sont avec moi, ceux qui sont contre moi. Qu'on le sache de tous bords, qu'il y a des moments dans la vie d'une nation, on doit prendre nos responsabilités et penser cela qui nous ont mis devant nous. La DPG, déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, le processus vient d'être lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et le dernier mot revient au chef de l'État, une déclaration de Amadou Ba, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui accuse les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar de vouloir créer une crise institutionnelle. Amadou Ba, député, au micro de Mame Seynabou Babou, toujours. Initier une motion de censure alors que le règlement intérieur n'était pas entré en vigueur. En tout cas, ils n'étaient pas au courant parce que c'était samedi et ils l'ont fait après. Mais tout cela pour dire quoi? Que le président de la République n'a juste fait que ramener les choses à l'endroit en leur demandant d'examiner d'abord, parce que la Constitution lui permet, au titre de l'article 84, d'inscrire par priorité un ordre du jour de son choix. Et cet ordre du jour, bien entendu, étant donné la situation, l'Assemblée n'est pas en session ordinaire, mais en session extraordinaire, il ne peut pas y avoir 2 ordres du jour. Donc, l'article 84 a été appliqué dans toute sa rigueur, entre guillemets. Ils ont arrêté la procédure qu'ils avaient initiée sur la motion de censure, le temps qu'on examine sereinement la possibilité de la déclaration de politique générale. Bien, en tout cas, le processus est lancé. Maintenant, tout dépendra du président de la République et de la décision souveraine qu'il prendra
pour dire quand est-ce qu'il va décider la dissolution ou non de l'Assemblée nationale. La déclaration de politique générale, la plénière, est prévue le 11 septembre 2024. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, était à Matam. Il a visité les chantiers de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP et l'Université Souleymane Niang. Selon le ministre, ce dernier sera inauguré en 2026, un an après l'inauguration de l'ISEP prévue en 2025. Le compte-rendu est signé Amadou Omar Diallo. Après des alertes répétitives des populations sur une zone inondable d'ici du chantier de l'université Souleymane Niang de Matam, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu sur les lieux du site pour s'enquérir de la situation. Une visite guidée qui rassure Abdourahmane Diouf. On nous avait alerté sur une très grande zone inondable sur le site du chantier de l'université. Nous nous sommes rendus compte que cette partie-là était vraiment congrue, que cela concernait 8% du chantier global de l'université. Mais le plus important, c'est que cette forme d'inondation était même prévue parce que les architectes ont prévu d'en faire un bassin de rétention pour alimenter l'université en eau sur un certain nombre de domaines, y compris pour les étudiants dont certains doivent faire des études en agriculture et en aquaculture. Donc je dois dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Après des échanges avec les ingénieurs et entrepreneurs du chantier, des engagements communs ont été pris. Vu d'ailleurs, en accord avec le groupe Rental qui est en train de faire le travail, nous nous sommes rendus compte que les travaux étaient un peu plus avancés que ce que nous avions vu au niveau des rapports et nous les en félicitons et qu'on a même pu prendre l'engagement commun que d'ici 2 ans, donc à la rentrée universitaire d'octobre 2026, l'université de Matam pourrait être éventuellement inaugurée. Pour le chantier de l'ISEP de Matam, où les travaux sont aux arrêts depuis 2 ans, l'entrepreneur a promis la livraison du chantier dans 10 mois, d'après Abdourahmane Diouf. Après, nous avons été visiter l'ISEP. Là aussi, nous avons vu le chantier où il y a des retards. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons recueilli les points de vue de la directrice et nous avons discuté avec l'entreprise qui est en train de faire le travail. Le ministère notamment aussi a un certain nombre d'engagements à prendre. Mais si chacun y met du sien, et comme nous l'a dit l'entrepreneur, il est possible aussi d'inaugurer cet ISEP dans 10 mois, donc à la rentrée d'octobre 2025. Malgré plusieurs retards notés aux grands chantiers qui sortent de terre dans la 11e région, les nouvelles autorités ont promis à la population d'accélérer les travaux afin qu'ils puissent voir jour. Restons à Matam et c'est pour parler de la réunion préparatoire de la journée Setal Serew, une journée prévue le 7 de ce mois. Le gouverneur de la région a présidé la rencontre. Selon l'autorité, des activités sont prévues dans toute la localité, notamment à Matam et Ourossogui. Saïd Dia, gouverneur de la région de Matam, au micro de Amadou Omar Diallo. Cette rencontre d'aujourd'hui sert plutôt à poser les jalons et décliner le plan d'action qui doit être déroulé le 7 de ce mois. Et effectivement, dans toute la région, il y aura des activités, non seulement par commune, mais jusqu'à dans certains quartiers. Parmi toutes ces activités, il est prévu des activités phares dans le cadre du lancement officiel. Ces activités phares se dérouleront dans la commune de Ourossogui, mais également dans la commune de Matam. Dans ces 2 communes, nous aurons également 2 sites. Il y a la berge au niveau de Matam, mais également le garage. Au niveau de Ourossogui, nous avons le marché, mais également la gare routière. Et dans ces sites, nous avons prévu un nettoiement suivi d'un reboisement. Et dès l'instant que nous savons déjà le jour de sa venue, mais également nous avons tracé l'itinéraire, mais également nous avons les activités non seulement folkloriques et également de démonstration, mais surtout de nettoiement et de reboisement. Donc tout est fin prêt et je crois que nous n'attendons que le jour J. Et je souhaite que la population réserve un accueil populaire et chaleureux à l'endroit du Premier ministre et également non seulement dans la commune de Matam, mais de Ourossogui, mais surtout
durant tout ce qui est itinéraire. Et je souhaite vraiment, et je lance un appel à toute la population de venir participer aux travaux, accueillir le Premier ministre, lui dire bienvenue. L'actualité, c'est aussi cette recrudescence des cas de meurtre. Des Sénégalais demandent la restauration de la peine de mort. Le professeur Souleymane Bachir Diagne donne son avis. Selon le philosophe, il faut éviter de payer un meurtre par une autre exécution. Le professeur Souleymane Bachir Diagne au micro de Mamadou Diagne. On comprend très bien le débat qui existe. Il y a des gens qui vous disent, mais c'est la loi de Dieu. On peut lire les textes et les lire en fonction des réalités que nous vivons. Pour vous dire le fond de ma pensée individuelle, je ne suis pas pour qu'une société commette sur un meurtre, un autre meurtre, qui est de prendre une vie humaine. Vous savez, un pays comme les États-Unis où je vis, où la peine de mort est une question politique. La droite aime la peine de mort, parce qu'elle estime en effet que c'est la loi du talion qui doit régner. Il y a eu de nombreux cas de prisonniers promis à la mort et qui ont été innocentés par la suite. Cela veut dire qu'il y a eu de nombreux cas d'innocents qui ont été exécutés et c'est la raison pour laquelle il y a des raisons profondes de se dire il faut pouvoir avoir confiance en l'humain et en la capacité humaine de pardonner. Vous savez, les pays qui ont gardé la peine de mort se donnent toujours la possibilité à ceux qui ont été victimes de pardonner. Vous pouvez demander que soit mis à mort celui qui a tué votre parent, votre ami, et au dernier moment, vous pouvez lui pardonner. Et ce que nous dit le Coran, c'est que le pardon est mieux dans toutes les circonstances. Et faire de ce pardon une institution me semble être la voie à suivre. Et encore une fois, c'est ma manière de voir. Le professeur Souleymane Bachir Diagne s'exprimait en marge d'une conférence sur la religion au Congrès international de la Société francophone de philosophie et de religion et il s'exprimait sur les nombreux cas de meurtre actuellement au Sénégal et pour lutter efficacement contre cette violence qui sévit actuellement à Dakar. Le mouvement Banlieue sans violence compte rencontrer les autorités administratives pour des solutions idoines. Je vous propose de suivre la réaction de Bassirou Diagne, porte-parole du dit mouvement au micro de Boudan Ndiacha. Sur le mouvement, le contenu de ce mouvement, mais également pour mettre en place un comité ad hoc. Au cours de ce comité ad hoc-là, de cette réunion-là, nous avions eu à mettre en place un bureau ad hoc pour pouvoir démarrer le travail. À la sortie de cette réunion, nous allons rencontrer les autorités étatiques, notamment le préfet du département de Pikine, le préfet du département de Guédiawaye et même le préfet du département de Keur Massar parce qu'on parle de la banlieue de manière générale. Nous allons également rencontrer les autorités locales, notamment les maires des différentes communes du département de Pikine et de la banlieue de manière générale, mais également les maires des trois villes, notamment Keur Massar, Pikine et Guédiawaye. Après cela, nous avons l'idée et la perspective d'aller rencontrer également les autorités centrales, notamment le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, mais également le président de la République fait partie de nos perspectives pour pouvoir ensemble essayer de voir comment solutionner la violence qui sévit au niveau de la banlieue de manière générale. Préparatif du Maulidoul Nabi, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement était à Tivaouane. Dr Cheikh Tidiane Dièye a effectué une visite dans la cité de Maodo pour constater de visu l'état d'avancement des travaux des ouvrages en cours de construction. Selon le ministre, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'événement religieux. Dr Cheikh Tidiane Dièye, que voici au micro de Isidore Alexandre Sen. Dans ces zones, un travail important est en train d'être réalisé avec leur connexion. Il y a le réseau sur à peu près 10 km de nouveaux réseaux que nous sommes en train d'installer. Les travaux sont en cours et devraient être finalisés d'ici le Gamou. Et il y a aussi 1 millier de branchements sociaux
qui seront réalisés, mais en attendant la finalisation de ces travaux, il y a des points d'eau dans chacun de ces villages pour que ces populations puissent accéder à l'eau. Et Tivaouane également, nous avons mobilisé au minimum une centaine d'équipes de personnel qui va travailler en permanence jour et nuit à suivre le dispositif que nous avons installé. Il y aura plus de 350 points d'eau de rue que nous allons disséminer un peu dans la ville. Il y a aussi tous les sites d'hébergement qui vont accueillir des pèlerins, au moins 1 millier, dans lesquels nous allons mettre aussi des dispositifs d'alimentation en eau, sans compter au moins une quarantaine de camions-citernes qui vont être dans la ville en renforçant le dispositif également de distribution de l'eau. La directive forte que j'ai donnée déjà à Dakar avant de venir, mais que j'ai réaffirmée aujourd'hui, c'est de partir de tout ce qui a été fait les années précédentes et de faire plus et mieux. Il ne faut pas que quoi que ce soit réduit ou diminué, quelle que soit l'explication qu'il pourrait y avoir. Il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut améliorer encore plus les conditions d'organisation de ce Mawlud. C'est également ce que nous avons fait dans le domaine de l'assainissement. Le site que nous sommes venus visiter est un bassin qui accueille des eaux qui sont pompées depuis la ville, qui arrivent ici quasiment en gravitaire. Et de ce site sont pompées pour être acheminées dans des rivières un peu plus loin d'ici, à peu près à 2 km et quelques. Et c'est ce travail que nous allons aussi renforcer par une tranchée drainante avec la mairie de Tivaouane. Après Tivaouane, direction Kaffrine, et nous nous intéressons au projet de développement de l'agriculture. Des agriculteurs sénégalais et gambiens s'unissent. Ensemble, ils veulent mettre à profit l'agriculture et l'élevage pour une intégration réussie. Une intégration au bénéfice des populations des deux pays, c'est-à-dire le Sénégal et la Gambie, et pour sensibiliser les populations. Des champs ont été visités. Le compte-rendu est signé Boubacar Falbopa. Au-delà de la création d'emplois, l'agrobusiness peut être un excellent moyen d'intégration. C'est en tout cas ce que croient et veulent expérimenter des agriculteurs du Sénégal et de la Gambie. La confédération sénégambienne, ça a été signé ici à Kaour, à 15 km, faire de sorte que ces deux pays puissent s'échanger en termes d'expérience, mais échanger en termes de faisabilité, d'agriculture, prendre la balle au rebond pour faire valoir une activité qui pourra vraiment être quelque chose de très rentable pour nos deux pays. Avec un accompagnement des autorités et l'adhésion des populations, une telle expérience peut être bénéfique pour les deux pays. Agribusiness, le développement de l'agrobusiness permet de renforcer la sécurité. Avec les potentialités qu'il y a dans les fleuves Sénégal, Gambie et le Fouta Djallon, nous pouvons même nourrir les populations des Émirats arabes unis. Le Sénégal et la Gambie uniquement peuvent réussir. Nous devons éviter le nationalisme à outrance, mauvaise idée qui a été vulgarisée après la balkanisation de l'Afrique. L'Afrique ne pourra jamais se développer sans une grande unité autour de l'agriculture et de l'économie. Une visite de terrain en Ganda avec des agriculteurs de la localité et ceux venus de la Gambie auprès des populations a permis de jauger les chances de réussite jugées évidentes d'une telle expérience. Boubacar Falbo, en plus bref, le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC a été officiellement lancé ce jeudi à Pékin, co-présidé par le président par la Chine et le Sénégal. Le sommet se tiendra jusqu'au 6 septembre 2024 et sous le thème « Se donner la main pour avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun ». Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats concrets de cette coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la formation et de la santé, tout en reconnaissant les défis à surmonter. À cette occasion, Marie-Khone Faye, la première dame, a délivré son premier discours en tant que première dame du Sénégal en marge du FOCA 2024. La première dame du Sénégal a répondu à l'invitation de la première dame de Chine pour participer à une conférence dédiée à l'éducation des filles et à l'autonomisation des femmes. Dans son discours, elle a souligné l'importance de l'éducation comme levier puissant pour réduire les inégalités et favoriser la paix dans le monde. Et puis célébration aujourd'hui de la journée internationale de la charité. La charité, un bienfait
envers les pauvres. En ce jour, des Sénégalais s'interrogent sur la manière actuellement de faire de la charité. Le sujet du reportage de ce soir est signé Elisabeth Tina. En pleine ville de Dakar, des rues parchemins de vendeurs de café ou de fruits. Les devantures des magasins sont occupées par des groupes de discussion. Ce jeune homme, entouré de ses amis, affirme que la charité est convertie à des actes de voyez-moi. Les gens, il y a certaines bonnes volontés qui font de la charité, mais d'autres aussi, ils font semblant de faire de la charité en faisant du voyez-moi. Parce que quand tu fais quelque chose, une bonne action, tu n'as pas besoin que les gens disent que tel monsieur a fait une bonne action. Parce que tu fais une bonne action par la grâce de Dieu. Fais une bonne action sur terre, le bon Dieu t'aidera, le bon Dieu te remboursera. Pour ce vendeur de café au cœur de Dakar, la charité doit être faite dans une complète discrétion. Certains même, ils ont honte d'être même redivisés à la télé pour venir prendre sa charité. Parce que certains même, ils arrivent à montrer ça à la télé. Donc c'est ça ce que j'ai remarqué ici, quoi. Bon, moi, si tu donnes la charité, tu donnes ça par ta main droite et puis tu casses de la main gauche. La charité est toujours pratiquée au Sénégal, même si ce n'est plus comme avant, affirme ce passant avec son sac au dos. Ce n'est plus fréquent comme avant. Si c'est par rapport à la religion, le prophète recommande la discrétion et la sobriété. Créé dans le but de sensibiliser, de mobiliser les individus, les ONG, organisations non gouvernementales et l'ensemble des acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres, la Journée internationale de la charité est célébrée aujourd'hui. Une occasion de revoir sa pratique au Sénégal. Elisabeth Tine, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.